à toutes et tous sur ce webinaire qui aujourd'hui est dédié au monde des achats et qui s'intitule « Digitalisation des achats pour les PME, bonne ou mauvaise idée ». Donc, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Anne-Marie Goudot, qui est professionnelle des achats stratégiques et opérationnels et qui travaille à temps partagé, qui délivre également du conseil, et Marc-Antoine Selaquet, qui est professionnel des achats et de la supply chain en temps partagé, qui est également consultant en achat. On a donc aujourd'hui, je suis très fière, deux personnes qui vont animer ce webinaire pour nous. En préambule, eh bien, je vais vous dire quelques mots du réseau Flexter, puisque Marc-Antoine et Anne-Marie font partie de ce réseau. Donc, on va dire quelques mots avant qu'ils entrent dans le vif de leur présentation. Pour ma part, je m'appelle Audrey Varona-Stone et je suis directrice marketing, pour le coup, à temps partagé, et j'ai créé le réseau Flexter maintenant il y a un peu plus d'un an et demi. Et je suis enchantée d'avoir un ensemble de fonctions qui travaillent avec nous, dont la fonction achat. Le réseau Flexter, qu'est-ce que c'est? Enfin, du moins, à quel besoin est-ce qu'on répond? Eh bien, on va répondre à la problématique qui se pose aux chefs d'entreprise, qui concerne leur manque de temps ou les problématiques de manque de compétences qu'ils peuvent avoir dans leur organisation. Donc, quand on est patron, on a besoin de répondre à des sollicitations au quotidien. On doit se consacrer au développement de son activité. On a un aspect commercial et développement qui est très fort, mais à la fois, on n'a pas forcément toutes les fonctions qui sont présentes dans l'entreprise. Et parfois, certains dirigeants sont amenés à s'occuper, pour certains, ils vont, en plus de leur fonction de dirigeant d'entreprise, ils vont s'occuper peut-être des finances, peut-être justement du marketing, peut-être aussi des ressources humaines. Et il arrive qu'ils manquent du temps pour se concentrer sur le cœur de leur activité. Plus largement, nous allons aider des organisations qui, à l'instant T, ont peut-être une surchauffe ou un développement très fort qui va nécessiter qu'ils se fassent aider par quelqu'un de l'extérieur. Alors, nous intervenons en temps partagé. Le temps partagé, ça peut se dérouler, on peut embaucher des personnes en temps partagé, mais avec Flexter, c'est avoir la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs à l'entreprise pour remplir une mission pour laquelle celle-ci ne veut pas ou ne peut pas recruter. Et à ce moment-là, l'expert en temps partagé intervient au choix. Ça s'appelle Flexter parce qu'on est flexible, quelques jours par semaine, quelques jours par mois, quelques jours par an, un peu plus à certains moments, un peu moins à d'autres. Et donc, l'expert intervient comme un membre à part entière de l'équipe. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on travaille en temps partagé, qu'on n'est pas à 100% du temps à travailler pour une entreprise, qu'on n'est pas vraiment investi de sa mission dans l'entreprise. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes tous des professionnels indépendants qui avons une expérience significative en entreprise, pour certains dans des grands groupes, aussi en PME pour beaucoup, et pour certains également en comité de direction. C'est l'expérience et l'expertise des membres de l'équipe qui permettent qu'on prenne en main les dossiers rapidement. Donc, quand on arrive sur une mission, l'un des gros avantages, c'est qu'on est capable de comprendre assez rapidement les problématiques et de pouvoir tout de suite être opérationnel. On est habitué à interagir avec des fonctions générales. C'est vraiment l'ADN des gens du réseau et leur profil. On a de nombreuses compétences aujourd'hui dans notre groupe qui vont du marketing et de la communication, qui sont mes domaines de prédilection, jusqu'aux affaires publiques, à la RSE, en passant par le juridique, la finance, justement les achats et la supply dont on parle aujourd'hui, la qualité, les ressources humaines, les systèmes d'information, la vente, l'export. On peut proposer à nos clients différentes offres. Tout ceci figure sur notre site internet. Des offres qui vont vraiment de la pièce de puzzle qui va pouvoir s'insérer dans l'organisation. Donc là, on est dans une notion vraiment de temps partagé. On peut effectuer effectivement des prestations de conseil, voire des prestations de transition sur une période donnée, en temps partagé toujours. Et on a une offre aussi que j'aime bien présenter pour les entreprises qui, à un moment, ont recruté ou veulent recruter des juniors. Eh bien, on peut intervenir pour piloter ce junior et à quelques jours ponctuellement, mais pour vous permettre d'avoir un suivi dans le temps et de former
cette personne, de la coacher pour qu'elle puisse ensuite grandir dans l'entreprise et vous dégager du temps quand vous n'avez pas le temps de piloter justement cette ressource. Pour nous contacter, vous pouvez aller sur notre site internet, les coordonnées du site sont en dessous. On peut nous contacter par les réseaux sociaux, par tous les biais, et dans le replay, vous pourrez scanner ce magnifique QR code pour avoir accès à nos coordonnées. Sans plus attendre, je passe la parole à Anne-Marie et Marc-Antoine. Je vais donc arrêter cette présentation pour que, enfin, je vais rester sur ces slides si vous le souhaitez, et pour que vous puissiez vous présenter, Anne-Marie et Marc-Antoine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc moi j'ai une expérience qui est, j'ai l'habitude de dire qu'elle est transversale parce que j'ai travaillé dans les ventes, j'ai travaillé dans le marketing et sur, on va dire, quasiment les 20 dernières années dans les achats industriels et surtout l'apport d'efficience dans les achats. Donc tout ce qui touche au processus d'achat, tout ce qui touche aux outils technologiques des achats. On va en parler aujourd'hui. Et puis donc, je suis certifiée Six Sigma, Lean Six Sigma Black Belt, donc tout ce qui est étude des processus, efficience, etc. J'ai développé mon activité de conseil depuis maintenant, ça fait 7 ou 8 ans. Et je suis basée à Barcelone, mais je travaille sur toute l'Europe. Et que dire d'autre, et voilà, avec de plus en plus de projets qui sont justement liés à la digitalisation, mais j'ai touché à ce domaine-là depuis cette digitalisation des achats il y a une vingtaine d'années déjà. Marc-Antoine. Bonjour à tous, donc Marc-Antoine Sélinquet. Alors, effectivement, moi j'ai fait aussi un long parcours dans les achats. Je suis entré dans les achats en 1999 à la création de Renault-Nissan Purchasing Organization. Donc, j'ai fait une quinzaine d'années dans les achats industriels de l'automobile. Après, j'ai fait une phase de conseil en achat. Alors là, c'était plutôt dans les services, sur tout ce qui était plutôt analyse de la valeur, processus achat, organisation des achats. J'ai repris un poste effectivement de directeur achat opérationnel dans l'aéronautique ces dernières années. Donc, dans une PME, après avoir été effectivement dans un grand groupe, j'ai aussi cette expérience d'une PME d'à peu près 250 personnes dans un autre domaine qui est effectivement l'aéronautique. Et je suis revenu, je dirais, dans le domaine du temps partagé et du conseil en achat depuis le mois d'août. Voilà. Et donc, j'ai rejoint le réseau Flexter en septembre. Et puis, on a préparé avec Anne-Marie ce sujet du webinaire sur une question que se posent souvent je dirais les entreprises de la digitalisation et de la digitalisation de ces achats. Eh bien, Voilà. je vous propose de commencer, d'en profiter pour commencer, oui. Justement. Je vais partager peut-être la présentation. Tout le monde, oui? Oui, c'est parfait. Alors, les sujets que vous voulez couvrir lors de cette présentation, c'était d'abord partir d'une étude sur le succès de la digitalisation, en général, pour les achats. Voir un peu de quoi on parle quand on parle de digitalisation des achats, revenir au cœur de la question. Quels changements cela implique pour les départements achats? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Et si on veut ramasser les fruits, de quelle manière est-ce qu'il faut planter l'arbre de cette manière-là? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer? Premier pas, digital l'étude. Alors oui, c'est une étude qui est sortie en septembre que je reprends, qui a été, enfin c'est un extrait qui a été fait par Insideboard et la lettre des achats. Et donc il y a des chiffres qui sont assez significatifs. C'est-à-dire que quand on a posé la question aux différentes directions et direction achats,
70% ont effectivement répondu que les projets de digitalisation étaient inscrits dans un plan stratégique de l'entreprise. Donc, on peut trouver que c'est bien, mais ça veut aussi dire qu'il y a 30% qui font des projets de digitalisation sans les inscrire dans une démarche stratégique pour l'entreprise, et ça peut aussi expliquer certains déboires. De la même façon, alors là, on réagira peut-être dessus avec vos questions, mais il n'y a que 30% des entreprises qui indiquent avoir défini des indicateurs pour mesurer les progrès, je dirais, tangibles de la digitalisation. Donc après, effectivement, quand on va en parler en disant est-ce que c'est positif ou c'est négatif, à partir du moment où on n'a pas, je dirais, imaginé comment mesurer le gain, ça reste compliqué, ça reste subjectif. Et puis là, on en parlera aussi peut-être avec Anne-Marie parce qu'elle finit une mission sur de la digitalisation, mais on s'aperçoit qu'avant de commencer, il est toujours important d'identifier dans les entreprises les cas d'usage métier achat qu'on va faire rentrer dans les outils. Et là, 75% le font parce qu'ils sont souvent poussés à le faire, mais ça veut dire qu'il y a une part quand même pas négligeable de gens qui vont démarrer une digitalisation sans avoir réfléchi à l'usage et à l'usage je dirais, des cas achats au sein de leur entreprise avant de commencer le projet. Ce qui peut aussi expliquer parfois quelques déboires ou quelques dépassements de délai dans la mise en place du projet. Euh, oui. Mais il faut dire que c'est un sujet qui est complexe parce que en réalité, il y a une multitude d'outils qui existent. Donc, en effet, on voit des chiffres qui sont un peu mitigés, mais ce n'est pas un thème qui est simple. Les outils technologiques sont multiples et en plus, ils n'ont pas tous la même vocation. Donc, on peut toucher... on peut implanter des outils qui sont purement dédiés à l'analyse des dépenses, comme peuvent être les outils de Cievo, ou il y a des outils qui sont complètement transversaux, qui vont partir du sourcing, c'est-à-dire de l'analyse des fournisseurs, de l'homologation des fournisseurs, et qui vont même aller jusqu'à la gestion des commandes, la gestion des réceptions. Ça peut être des outils très complexes comme ceux de Dariba ou ceux de Coupa, Zycus, ou même un petit peu plus simple comme Jaeger ou Synertrade. Il y a des outils qui s'adaptent plus ou moins bien en fonction des ERP de l'entreprise. Il y a des applications qui n'ont qu'un seul type de fonction. Il peut y avoir des applications comme la gestion des contrats, par exemple, ou également l'homologation des fournisseurs. On peut citer des outils comme les enchères inversées, par exemple, des outils qui sont plus particulièrement performants dans ce domaine-là. On peut citer Bidda, on peut citer ToAgree, on peut citer et on peut citer Isoko également, qui est un peu plus transversal, mais qui est une plateforme qui touche beaucoup tout ce qui est gestion de fournisseurs. Il y a également des outils qui sont dédiés à tout ce qui est conformité, gestion du risque, comme Achille, ou des outils qui sont pour l'analyse du respect de l'environnement, comme EcoVadis. Donc, vraiment, il y a une multitude d'outils sur le marché. Et puis, c'est des outils également qui peuvent être adaptés à un type de métier, un type de secteur, un type de fonction. Donc, on est vraiment sur un environnement qui est très, très vaste, dans lequel il est quelquefois un peu difficile de trouver son chemin. En tout cas, Anne-Marie, rien que cette matrice, ça nous permet de constater la multiplicité des outils existants aujourd'hui sur le marché. Oui. Tu es revenu en arrière, là, je pense. Je suis revenue en arrière, pardon. Voilà. Oui, donc toujours un extrait de l'étude de la lettre des achats Insideboard. On voit qu'il y a quand même un résultat qui peut être mitigé sans un accompagnement du changement anticipé, planifié et rigoureux. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on se dit
avant de démarrer le projet, puis parfois ça s'étiole au démarrage, et donc on n'est pas suffisamment rigoureux et je dirais, mais pas suffisamment souvent de ressources dans l'accompagnement du changement pour que le résultat soit optimum. Et donc, on voit notamment ces indicateurs-là où, dans cette étude, 35% des entreprises consultées mesurent un retour sur investissement du programme de digitalisation. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui n'arrive pas à mesurer si ça a été rentable de le faire ou pas. Et donc, on va rester de la même façon sur du subjectif. Cette conduite du changement qui est honnêtement très, très importante dans l'adoption de l'outil et des bonnes pratiques, on s'aperçoit que seulement 57% ont prévu cette conduite du changement dès l'origine. Donc, il reste quand même une grosse part d'entreprises qui prévoient d'implémenter un nouvel outil qui va quand même avoir un impact fort sur le quotidien de ces acheteurs et des parties prenantes autour, qui n'ont pas prévu d'accompagner ce changement. Bon, ça reste un étonnement pour moi. De la même façon, dans les bonnes pratiques de la conduite du changement, on estime qu'il, globalement, sur un projet de digitalisation qui coûte 100, il faudra dépenser 15 pour cette conduite du changement. Et donc, il y a 56% des entreprises qui ont prévu de la conduite du changement, mais qui ont un budget inférieur à ces 15%. Alors moi, dans ce que j'ai connu aussi, c'est qu'au départ, on mettait un budget de 15%, et puis comme il fallait tenir ou réduire l'impact du projet, on nous demandait de rogner, et ce qui était le plus facile, c'était de rogner à tort sur les aspects conduite du changement, en disant on verra plus tard. Ça, effectivement, dans les conseils qu'on pourrait donner, c'est pour moi une erreur, puisque ça va être primordial. Et du coup, on s'aperçoit que sur l'ensemble des entreprises qui ont eu un projet de digitalisation, avec 50%, 50% ont une adoption inférieure aux attentes. Donc, il reste, je dirais, et c'est ce qu'on peut entendre quand on nous pose des questions autour de ce sujet-là, en disant, mais est-ce que c'est bien utile? Est-ce que les gens vont l'adopter? Est-ce qu'on va s'en servir? Nous, on l'a implémenté, personne ne s'en sert. Et donc, c'est un peu le résultat de toute cette conduite qui est importante dès le début. On peut passer. Alors ça, c'était aussi quelque chose d'important. C'est qu'il faut effectivement, pour avoir aussi cette adoption, et une adoption rapide de la solution, cette adoption doit être au cœur du projet pour assurer son succès. Alors parfois, on se fait un petit peu, là Anne-Marie, tu pourras me compléter, mais parfois on se fait un petit peu, je dirais, endormir par les éditeurs de logiciels ou les intégrateurs qui vont nous dire notre solution, elle est super friendly, donc il n'y a pas de souci, elle va être adoptée très facilement par vos équipes. Et quand je dis équipe, il n'y a pas que les achats, on va être amené effectivement à demander, par exemple, au métier de déposer les cahiers des charges dans l'outil, et donc il faudra aussi que le métier adopte l'outil. Donc, voilà. Pour ça, il faut aussi, je dirais, pour s'assurer de son succès, aussi avoir une bonne connaissance, je dirais, des fournisseurs qui vont aussi être partie prenante de l'utilisation de l'outil. Et puis, ça va aussi servir à augmenter tout ce qui est compliance et efficience de l'entreprise. C'est bon, Anne-Marie, tu peux… Suivant. Oui, c'est vrai. Alors, quand on parle de digitalisation, de quoi parle-t-on exactement? On parle en fait, d'un apport technologique qui va venir bouleverser, je vais dire un peu, mais non beaucoup en fait, bouleverser tout le département
ça touche effectivement les fonctions, c'est-à-dire que les métiers, les choses qui sont faites dans un département achat ne seront pas les mêmes avant et après. On peut citer par exemple des profils comme des analystes qui vont émerger dans les départements achats, parce que la technologie va apporter plus de données, et que ces données, il faut les étudier, il faut les fouiller, il faut chercher, il faut prendre de meilleures décisions. On peut également voir que l'apport technologique permet également de séparer les fonctions d'acheteurs, avec des acheteurs qui sont plus stratégiques et d'autres qui sont plus opérationnels. Donc, clairement, cette fonction, ou les différentes fonctions dans un département achat vont être transformées. Et quand on transforme les fonctions, ça transforme forcément les activités et les opérations. C'est-à-dire que quand on verra ensuite qu'au sein d'un département achat, il y a 1001 activités et différents processus. Mais lorsqu'on parle, par exemple, aujourd'hui ou avant la technologie d'homologation fournisseur, d'ailleurs, on ne parlait pas d'homologation fournisseur, on parlait de récupérer les données des fournisseurs pour pouvoir passer des commandes. Et bien, clairement, avec un outil technologique, on va non seulement pouvoir récupérer ces données, les intégrer avec beaucoup plus d'automatisation dans notre système, mais également les utiliser, c'est-à-dire les utiliser pour gérer le risque aussi bien financier que de conformité ou de respect de l'environnement. Donc, on va avoir beaucoup plus d'outils pour aller beaucoup plus en profondeur dans la collaboration qu'on peut avoir, à la fois avec nos fournisseurs, mais également avec nos partenaires internes. Donc, mieux récupérer les besoins et les mot anglais qui me vient tout de suite, requirements, mais qui est les spécificités des produits qui peuvent être achetés. Donc forcément, à partir de là, les modèles sont transformés, c'est-à-dire qu'on peut réagir beaucoup plus rapidement, on peut accompagner, mais à une autre vitesse, tout ce qui est évolution du marché, être beaucoup plus en amont, travailler de manière avec plus d'intégration avec les fournisseurs, apporter beaucoup plus d'innovation. Donc forcément, ça permet de réagir beaucoup plus vite lorsqu'il s'agit, comme le prix est un bon exemple, des entreprises qui ont réagi extrêmement rapidement, changer leur modèle de produits, leur modèle opérationnel vis-à-vis des marchés. Donc voilà, ça c'est l'apport technologique. Et évidemment, dans tout ça, les processus, d'abord les processus, lorsqu'on implante de la technologie, il faut qu'ils existent. Donc, les départements qui travaillent un petit peu, on va dire, en récupérant des informations d'utilisateurs, en gérant à travers les mails, les téléphones, toutes ces négociations, tous ces contacts avec les fournisseurs, vont avoir une approche qui est beaucoup plus structurée de leurs achats, beaucoup plus efficiente. Donc, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de choses dans un monde, ouvrir des activités qui sont beaucoup plus diverses. Donc, le changement, il concerne tout le modus operandi de la fonction achat, et on voit que ce modus operandi, ce cycle est quand même très, très large. Ça touche l'analyse des besoins, l'analyse des fournisseurs, l'analyse des risques actuels ou futurs, tout ce qui est consultation de l'appel d'offres en soi, les négociations, et puis après, toute cette partie qui est un peu plus cachée, on va dire, on ne sait jamais si c'est les achats, ça touche également la finance, avec la gestion des factures, ça touche la logistique, tout ce qui est réception, et puis ça touche également le domaine de la qualité, avec le suivi de ce que les fournisseurs délivrent, aussi bien au niveau des produits qu'au niveau des services. Et puis évidemment, au cœur de ces fonctions achats, il y a l'utilisateur interne. Quel service on lui apporte, quelle satisfaction on lui apporte.
Et puis les fournisseurs, voilà. On ne les oublie surtout pas parce que de plus en plus, ils sont intégrés, on va dire, dans l'entreprise. On peut parler des bénéfices maintenant de cette Oui, transformation. donc ce qu'on peut noter sur les différents bénéfices qu'offre une digitalisation justement de ces processus achats, hein. Bon, on les a classés en trois grands thèmes, hein. C'est une première partie qui serait, je dirais, de monitorer l'activité, hein, de pouvoir effectivement mesurer, et ça, on a des datas qui sortent en automatique sur le volume des appels d'offres, le temps qu'on a passé sur un appel d'offres, les ressources que ça a consommées. On peut aussi justement contrôler l'application des contrats et de retrouver notamment les contrats à jour dans la base de données, d'estimer aussi le temps qu'on a passé sur un sujet achat et sa complexité. Forcément aussi de gérer les dépenses et de monitorer les économies, hein. Aux achats, on a toujours tendance à regarder le premier indicateur que sont les savings. Et grâce notamment à ces outils-là, on a je dirais, une qualité de la mesure du savings qui est renforcée. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi très important pour les acheteurs, hein, c'est de connaître ses fournisseurs, d'avoir une base de données, et ça va être géré dans les outils, d'avoir sa fameuse base de données fournisseurs avec des informations à jour partagées par tous dans l'outil. Donc, c'est effectivement un environnement d'entreprise qui va être digitalisé. Et puis, pour mieux monitorer et contrôler l'activité achat et de pouvoir se projeter aussi sur de nouveaux projets. Quand on va se dire qu'on lance un nouveau projet achat, on aura aussi des datas sur les anciens pour pouvoir estimer la charge, le temps à passer sur un projet futur. L'autre facette, hein, je dirais, de bénéfices qu'on peut espérer, c'est d'optimiser qu'on peut appeler la prise de décision et la performance, notamment grâce à la centralisation de toutes les données. On peut aussi très facilement capturer de l'information interne et externe. Chose aussi très importante, c'est qu'on conserve ces données historiques, et de la même façon, moi, c'est m'est arrivé plusieurs fois, puisque j'ai été amené à passer des certifications pour les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des certifications, par exemple l'ISO 9001, où l'auditeur va nous demander de sortir des dossiers, de sortir des choix fournisseurs et de lui expliquer par rapport à la stratégie achat ou à la politique achat qu'on avait, comment on l'a respecté. Et ça, ces outils-là ont l'avantage de pouvoir conserver en un lieu unique toutes les informations. Je peux vous expliquer mon expérience où, quand je n'avais pas d'outils comme ça, pour chercher les dossiers et les fichiers Excel dans la base de données interne à l'entreprise et les montrer à l'auditeur, parfois on avait un petit peu du mal. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va aussi gagner du temps dans la préparation des audits et puis même en certification de l'audit, où l'auditeur aura, je dirais, un sentiment, pas qu'un sentiment, mais aura je dirais, la certitude que les dossiers sont gérés en appliquant les règles de l'entreprise et les process. On peut du coup réagir aussi plus rapidement, et puis on minimise certains risques. Alors ça va des risques basiques, hein, sur que un contrat, et grâce à ces outils-là, par exemple un contrat qui s'arrête dans 6 mois, si on a dans l'outil mis une alerte qui nous prévient qu'il faut le renouveler, et quand on va arriver au bout de 6 mois, on aura un nouveau contrat qui aura été négocié avec le fournisseur, et on ne sera pas en rupture de contrat
ce qui peut arriver quand on n'a pas de gestion, je dirais, digitalisée de ces contrats. Troisième point très important, c'est tout ce qui est conformité, c'est-à-dire que moi qui fais aussi du conseil en achat, j'ai pu auditer des entreprises qui avaient une très jolie politique achat, une très jolie stratégie qui définissait avec quel fournisseur on allait travailler et qui était, quand on allait après auditer sur le terrain, qui n'était pas respectée parce que c'était que du papier dans des, allez, on va dire dans des classeurs ou des documents internes. Parfois, même quand j'interrogeais les acheteurs locaux, on me disait ah oui, ça doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Je dirais que grâce à ces outils-là, ce qui n'est pas conforme, normalement, vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc, on respecte les politiques qui ont été choisies et, je dirais, décidées par l'entreprise, aussi bien par la direction achat, mais par le comité de direction. Et normalement, on ne peut pas sortir du chemin. Ou alors, on a des alertes qui nous préviennent et à ce moment-là, on sait réagir assez vite. De la même façon, sur les applications de contrats, on a toujours le dernier contrat à jour dans l'outil qui nous permet de savoir ce qu'on applique comme pénalité, ce qu'on applique comme aussi ce qu'on peut appliquer comme je dirais, pourcentage de savings. Et puis, il y a aussi tous les aspects réglementaires qui peuvent être mis je dirais, en dur dans l'outil, et notamment aussi les aspects réglementaires au sein de l'entreprise sur tout ce qui est délégation de signature et seuil de décision. Donc, c'est des choses très importantes pour la compliance et qui peut aussi, je dirais, éviter des déboires vis-à-vis du juridique ou vis-à-vis de ces contrôles internes. Oui, moi, je rajoute là-dessus, Antoine, j'ai un exemple très concret là, dans l'entreprise où j'interviens actuellement, où il y a dans cette implantation d'outils pour les appels d'offres, par exemple, c'est en réalité d'ailleurs, où certains acheteurs l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas. Et un argument qui a du poids dans pousser les acheteurs à utiliser cet outil d'appel d'offres, c'est que c'est l'utilisateur qui me disait l'autre fois, moi c'est très simple, j'ai un audit sur mes projets, je ne passe pas du temps à refouiller dans mes dossiers, à ressortir des papiers. Je dis voilà, tu te connectes à tel outil, je te donne tous les codes sur ce projet que tu veux regarder, et puis tu as tout là. Donc c'est une économie de temps, l'acheteur pendant ce temps il peut faire autre chose, et il y a une traçabilité complète du projet dans l'outil. Donc ça c'est véritablement ça rend les achats beaucoup plus robustes. Et puis, je veux juste rajouter, j'y pense quand tu en parles, il y a aussi une homogénéité du coup des pratiques achats, où moi ça m'est arrivé en interrogeant deux services achats de la même entreprise, ils n'appliquaient pas tous les mêmes règles en fonction des versions, en fonction de l'interprétation qu'ils avaient aussi de la règle. Et donc, grâce à cet outil, et moi j'ai un exemple effectivement, quand j'étais chez Renault-Nissan où on l'a implanté, entre les acheteurs de Nissan qui étaient arrivés chez Renault pour faire des achats Renault et les acheteurs de Renault, ils n'avaient pas la même façon de calculer un savings. Et avant d'avoir un outil, on avait des calculs de savings dans des tableaux Excel où on additionnait et qui en fait était l'addition de choux et de carottes. Parce que quand on a justement implémenté l'outil, on s'est aperçu que la façon de calculer les gains n'était pas homogène entre Renault et Nissan. Et c'est pour ça que ce que tu disais aussi au début, Marie, sur les processus, il vaut mieux commencer à implémenter un outil lorsqu'on a des processus qui ont été revisités, qui sont bien définis, qui sont écrits et qui sont cohérents entre les différentes entités.
Alors après, l'outil peut servir à remettre tout ça d'équerre, mais c'est mieux de le faire avant. Hein. Voilà. Oui, l'outil est en fait une traduction de comment on veut travailler dans les achats. Alors, en effet, après, il peut y avoir un réajustement, mais il faut quand même partir sur des bases qui sont dessinées, qui sont définies, dessinées. Ok. L'outil aidera d'ailleurs à l'application de ces politiques ou de ces processus. Alors, ben oui, ces bénéfices, on en parle, mais ils sont quand même difficiles à atteindre et puis loin d'être acquis. Pour en fait quatre grandes raisons, mais il y en a d'autres également cachées sous ces raisons-là. Il y a d'abord les solutions. Au niveau des solutions, il y a un choix, donc on a vu au départ, il y a un choix qui est très difficile à faire parmi ces solutions. Il y a des technologies, c'est des technologies qui sont émergentes. On n'est pas en train d'acheter quelque chose ou d'implanter quelque chose qui existe depuis des millénaires. C'est véritablement de nouvelles technologies qui sont parfois incomplètes dans le sens où elles ne sont pas 100% développées pour ce que l'on veut en faire. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas être développées, mais on a l'outil tel qu'il est. C'est parfois des outils qui sont peu intuitifs. Voilà, on est sur de la nouvelle technologie. C'est difficile de comparer des solutions. C'est-à-dire que si je veux acheter un outil d'homologation fournisseur, sur ce thème-là que j'en ai parlé avant, eh bien, ce n'est pas forcément en allant voir l'entreprise d'à côté et voir ce qu'elle a implanté. Ça me donnera une indication, mais ce n'est pas véritablement l'outil qu'il me faudra, parce que les organisations ne sont pas les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes. Donc, on peut s'aider, mais ce n'est pas cette comparaison qui nous permettra de prendre 100%, d'être 100% sûr de notre décision. Il y a ces bénéfices sont loin d'être acquis également si on n'a pas de stratégie. Donc, il faut qu'on ait une véritable vision de ce que l'on veut de cette digitalisation. Quelles sont les priorités qu'on a dans le département et qu'est-ce que l'on veut attaquer dans un premier pas. Clairement, implanter un outil qui va couvrir du jour au lendemain 100% de l'activité des achats, c'est complètement utopique. On va se heurter à un vrai chaos qui va nous faire perdre du temps, de l'argent, qui va user les utilisateurs. Donc ça, c'est véritablement, il faut savoir où on va. Il faut vraiment qu'on définisse quelles sont les priorités d'un département. Les budgets, ne pas minimiser ces budgets qui sont consacrés à cette transformation digitale. On l'a dit au début, Antoine l'a dit sur l'adoption, c'est vraiment très, très important. Donc, tout ce qui est outils d'accompagnement du changement, vraiment pas minimiser cet aspect-là. Et puis, ne pas se faire d'illusions. On n'obtiendra pas tous les bénéfices du jour au lendemain. Donc, il faut faire une séparation entre ce que l'on veut atteindre court terme, moyen terme, long terme, et puis l'outil que l'on met en place. Quelquefois, on pense qu'en implantant un nouvel outil du jour au lendemain, on va tout de suite récupérer les bénéfices. Non, on va récupérer au bout de 1 an, 2 ans un certain niveau de bénéfices et au bout de 5 ans, on obtiendra véritablement plus de bénéfices parce que l'outil sera mieux rodé, parce que les utilisateurs seront mieux formés, parce qu'on gagnera du temps dans l'utilisation de cette technologie. Alors, ça dépend également des activités, du contexte. Comment on gère les projets dans l'entreprise, quelle est la relation qui existe avec les utilisateurs internes, les clients internes, ou quelle est la relation qui existe avec les fournisseurs, comment notre outil s'adapte à cette collaboration, permet d'accélérer cette collaboration. Et puis enfin, il y a vraiment, l'humain est vraiment très très important dans cette transformation digitale, parce qu'au final, c'est l'humain qui va faire marcher la machine. Donc, on a des expériences d'utilisateurs qui peuvent être parfois arides. Voilà. Il y a utilisé le terme aride parce que, comme je l'ai dit auparavant, les outils sont quelquefois peu intuitifs ou parce que ça demande un changement d'habitude, comme Marc-Antoine tout l'a dit sur les outils d'appel d'offres, par exemple. Ça demande, on passe
du mail, du téléphone, des réunions avec les fournisseurs, et quelque chose qui est beaucoup plus structuré. Donc ça demande également de rentrer dans un processus établi. C'est vraiment un changement d'habitude. Et puis, ce que l'on minimise souvent dans l'adoption de ces outils, c'est l'aspect formation. On se dit, bon, on va mettre ça en place, on va faire une formation au début, et puis voilà, les équipes vont trouver leur chemin là-dedans. En fait, oui et non. Oui, alors, sinon, il faut une formation au début, mais cette formation, elle doit être récurrente et elle doit s'approfondir. C'est-à-dire que la formation que l'on met lors de la mise en place de l'outil, eh bien, il faut la revoir 6 mois après ou 1 an après, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on va vouloir utiliser. Ou parce qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui ne sont pas formés simplement, donc il va falloir les faire monter à bord. Donc, c'est vraiment un travail d'amélioration continue. C'est vraiment pas du one-shot. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir sur le long terme. Marc-Antoine? Alors, effectivement, ce n'est pas acquis. Allô? Oui. Oui. Donc, ce n'est pas acquis, et notamment, ce n'est pas acquis si on ne définit pas dès le départ, je dirais, un chemin, un cheminement. Hein. Comme le disait Anne-Marie au début, il faut se poser notamment, il faut se poser les bonnes questions. Et les questions de mon organisation achat. Et c'est pas toujours très simple. Hein. De la même façon, j'ai connu dans le passé une réorganisation très forte d'une direction achat qui pouvait être expliquée à tout le monde et qui était assez claire. Et au bout de une dizaine d'années je dirais, de vie de cette direction achat, et ben, je me suis retrouvé à essayer d'expliquer cette organisation qui avait été changée au fil de l'eau pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et ça m'est arrivé de ne pas pouvoir arriver à l'expliquer. Et à expliquer à des fournisseurs, en fait, comment on fonctionne, qui décide de quoi, quel périmètre on a. Et en fait, si on est dans une structure et une organisation achat qui est un peu floue, et ben, il va falloir quand même réfléchir à faire un peu, et Anne-Marie est effectivement une experte aussi du black belt et du lean, il faudra faire un peu du lean là-dedans parce que quand on ne sait plus expliquer l'organisation achat, ce sera difficile de la mettre dans un outil. De la même façon, quelque chose de très important où les gens peuvent être peut-être frustrés du résultat in fine, c'est de travailler sur la qualité des données entrantes dans l'outil. Donc, en général, on va aller chercher des données, alors pour les entreprises qui en ont, mais dans les systèmes comptables, par exemple. Hein, alors on n'est pas obligé d'avoir un ERP complet, enfin compliqué, mais il va falloir rentrer des données dedans et s'assurer que ces données sont de bonne qualité. Exemple, moi, ça m'est arrivé effectivement en travaillant sur la qualité des données, de retrouver une entreprise qui faisait de la restauration dans une catégorie achat qui était de la flotte auto. Donc ça, l'outil va pouvoir vous aider peut-être à les repérer, mais c'est aussi la qualité des données d'entrée qui vont faire que les données de sortie seront de qualité. Et parfois, on reproche à l'outil, en fait, un manque de travail sur la qualité des données d'entrée. Le deuxième point aussi qui me paraît important, c'est de travailler sur les priorités. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'outil? C'est un petit peu ce que disait Anne-Marie tout à l'heure. J'implémente un outil, pourquoi? Est-ce que c'est pour être plus efficient? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure compliance? Est-ce que c'est pour avoir des gains en productivité? On peut avoir tout, mais il faut gérer aussi ces priorités-là. Et puis, en troisième point, il faut effectivement regarder tout ce qu'on peut investiguer et à pouvoir voir effectivement in situ la roadmap de l'outil, les équipes d'implémentation et son déploiement.
Donc, il faut vraiment définir ce cheminement dès le début et le respecter, et notamment voir si, au niveau de l'organisation, c'est bien appliqué dans toutes alors, ça dépend si vous êtes une petite PME ou si vous avez plusieurs sites, mais ne serait-ce que quand vous avez plusieurs sites, il va falloir voir si toute cette organisation-là est appliquée de façon identique sur tous les sites. Je dirais, point peut être très important et que l'outil va aussi aider à résoudre, c'est de savoir comment mes acheteurs et mes financiers collaborent-ils. Il y a toujours une petite discussion entre les acheteurs et les contrôleurs de gestion sur notamment la mesure des gains, puisque certains gains qu'on appelle des cost avoidance, hein, c'est des évitements de coûts, ben, on ne les retrouvera jamais dans un PNL d'une entreprise, hein, et donc le financier va avoir du mal à vous les comptabiliser comme des gains achats. Mais donc, de la même façon, ça sera l'occasion de se mettre d'accord avec son contrôleur de gestion, son directeur financier, de la façon dont on mesure la performance achat. Après, moi, j'ai toujours eu une discussion je dirais, franche avec mes directeurs financiers ou mes contrôleurs de gestion, en disant que si le gain ne comptait pas pour l'entreprise, je ne mettrais pas des ressources achats à le faire. Donc, en général, ça les incitait à compter quand même le gain. Voilà ce que je pouvais dire sur le cheminement. Et puis, Marie, si tu peux avancer. On est arrivé à peu près à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci Anne-Marie et Marc-Antoine. Effectivement, on arrive à la partie dédiée aux questions. Alors, votre présentation, elle est passionnante. On voit bien que ce n'est pas une démarche facile à réaliser, mais vous nous confirmez bien que pour les PME, en commençant, comme tu viens de le montrer, Marc-Antoine, par les priorités, c'est un dispositif c'est une démarche qu'il faut évaluer. Si on veut répondre à la question, puisqu'on a dans le titre, on a posé la question si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc, moi, je vais y répondre comme ça. Hein, c'est que ça peut être une bonne idée, mais il faut la préparer. Bien sûr que ça peut être utile aux PME et ça peut être adapté aux PME. Mais pour ne pas être déçu, il faut suivre un certain nombre de règles et d'expériences qui fassent que les gens et les entreprises soient satisfaits de ce qu'elles ont réalisé. Et ça nécessite un peu de l'expérience et de la rigueur et de respecter certains processus. Bien sûr, et que effectivement, si vous vous en lancez dans je vais digitaliser pour digitaliser parce que c'est la mode ou parce qu'on me l'a demandé, sans faire les étapes préalables, eh ben en fait, ça va être une mauvaise idée. Enfin, c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais vous aurez un mauvais résultat. Vous allez être frustré, vous allez dire ça marche pas, l'outil n'est pas très bien. Donc, c'est en cela où on voulait vous alerter, où c'est le risque que le projet ne débouche pas sur quelque chose de positif existe si vous ne faites pas le travail préalable d'analyse de votre besoin et de suivre un processus qui doit être rigoureux. Oui, c'est pas tant que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je suis d'accord avec ce que dit Marc-Antoine, c'est aussi que la PME, comme la grande entreprise, elle est aussi dans un contexte économique qui fait qu'elle intervient avec des fournisseurs qui, eux, probablement vont également avoir prendre cette courbe digitale. Donc, à un moment donné, la PME, elle doit se poser les bonnes questions, mais d'une manière ou d'une autre, soit à court terme ou à plus long terme, elle va rentrer dans cette adoption de technologie. Donc, là où on insiste, et Marc-Antoine l'a très bien dit, c'est attention,
moi, j'ai envie de dire, d'une manière ou d'une autre, vous allez y passer. Maintenant, il faut prendre les rênes et savoir par quelle porte je rentre dans cette technologie, quelles sont mes priorités et où je veux aller. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? J'en vois une. Est-ce que les outils digitaux sont destinés à toutes les catégories d'achat A, B, C? Question d'Éric. Moi, je dirais oui. Alors, je dirais oui. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup, je parle sous le contrôle d'Anne-Marie, il y a beaucoup d'outils achats. On vous a fait le diagramme, et je ne suis même pas sûr que ça soit exhaustif, mais ça prend toute la page. Et voilà. Donc, il y a certains outils qui vont être plus adaptés aux achats de catégorie C, par exemple. Alors, si je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est Oui, les merci. fournitures. Ça peut être, par exemple, les fournitures de bureau. Ça va être ce qu'on appelle des catégories A, c'est stratégique. Voilà. Donc, les catégories C, ça peut être pour certains les fournitures comme les crayons. Donc, vous allez avoir des entreprises de type je ne sais pas, Manutan, tout ça. Et dans les outils achats que vous pouvez mettre pour ces catégories C, il y a notamment tout ce qui est catalogue électronique. Voilà. Alors, le catalogue électronique, il ne marchera pas pour les catégories stratégiques. Si vous achetez, je vais reprendre une expérience automobile, si vous achetez un système ABS pour le prochain véhicule, vous ne pourrez pas le faire sur un catalogue électronique. C'est-à-dire que ça sera suite à une expression de besoin avec des cahiers des charges et des validations. Voilà. Par contre, pour ça, vous aurez d'autres outils dans la panoplie des outils achats qui vont vous aider sur les catégories A ou B. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu compliqué pour les entreprises, et là où Anne-Marie peut effectivement vous apporter son expérience, c'est que tous les outils, il y en a tellement, qui correspondent à des besoins, et il faut que vous fassiez effectivement cette analyse de votre besoin au départ, et peut-être aussi de prioriser vos besoins, en disant je commence, et ça c'est un mythe, je parle sous le contrôle d'Anne-Marie, mais pour ceux qui ont pas mal d'achats en catégorie C, je commence par un catalogue électronique. Je ne fais pas tout d'un coup, je fais voilà, ça va vous simplifier la vie, ça va simplifier la vie des clients internes. Et c'est pas, allez, je fais entre guillemets, c'est pas un investissement qui est très lourd en termes de coût d'outils. Donc oui, il y a des outils qui sont adaptés pour chaque catégorie d'achat. En revanche, comme vous le disiez, c'est pas tant c'est l'investissement au niveau d'un projet. Comme dans tout projet, on a certes le budget disons, Oui, mais comme je voilà, en disais, argent, mais on a le projet, temps à passer et les ressources à y dédier également. mais même sur un module d'outils achat, vous n'êtes pas obligé de prendre, sur un projet, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les modules dès le départ. Vous pouvez par exemple commencer, moi c'est mon. Surtout ne pas faire ça. Commencer par exemple par alors, soit des e-catalogues, soit par exemple une Contratech qui va gérer en dynamique tous vos contrats. Et puis l'étape d'après, ça sera un autre module de l'outil. Alors c'est là où il faut faire effectivement attention avec les éditeurs, les intégrateurs qui vont vous dire on vous fait un package commun, on vous vend tout d'un bloc, et là vous partez sur un projet de 3 ans et vous allez peut-être vous épuiser, quoi. Et commencer marche par marche sur des choses simples, et puis vous verrez que ça apporte de la valeur ajoutée, donc les gens seront dans une dynamique pour aller plus loin. Et attention que le département achat ne se transforme pas en une bande d'utilisateurs de multiples applications qui ne fonctionnent pas entre elles non plus. Fonctionner module par module, oui, mais il y a justement la stratégie là est super importante parce qu'on va avoir on va dire, on commence par ce point-là, mais l'étape d'après, ce sera d'aller vers cette direction. Donc, dès le départ, on peut déjà réfléchir à une solution qui va s'intégrer facilement. Donc, ça, c'est très important parce que sinon, on va perdre vraiment l'efficacité, on va capter les avantages de cette transformation.
Alors, on a une question de Pierrick que je vais vous lire dans alors, les discussions. Donc, vous avez parlé d'un réel bénéfice au bout de 5 ans pour une entreprise mettant en place la digitalisation de son département achat. Comment vendre cela à son dirigeant de PME? Et oui, moi, je me suis fait la réflexion en vous entendant. J'ai dit, oulala, 5 ans, ouf, 5 ans. Alors oui, j'ai dit 5 ans parce que oui, parce que de toute façon, après, ça dépend de l'ampleur de l'outil. En fait, ça dépend véritablement quelles sont les priorités, où on veut commencer. Si on commence, comme dit Marc-Antoine, par exemple la gestion des contrats, là, on a des outils qui sont très simples et le résultat, on va l'obtenir, mais dans les 6 mois. Clairement, on va avoir un outil qui va nous lancer des alertes lorsque notre contrat arrive à échéance, ces outils vont nous permettre d'être proactifs, vraiment de devancer le renouvellement tacite de certains contrats, ce qui nous fait perdre des économies, de l'argent, et de mobiliser les équipes sur véritablement les contrats qui sont importants. Donc là, on a une récupération de l'investissement. D'abord, c'est un investissement qui est beaucoup plus léger qu'un outil complet et puis qui se perd très rapidement. Après, il y a des outils, je parlais des outils par exemple de gestion d'appel d'offres, qui dépend de la taille des équipes achats et de la maturité de ces équipes. Mais ça, on voit clairement que c'est un tel changement d'habitude. Déjà, à s'approprier l'outil, l'utiliser de manière récurrente sur plusieurs projets, 1 an, c'est très court. Donc, je dis 5 ans, c'est peut-être beaucoup. Il faut bien se donner entre 2 et 3 ans pour voir effectivement que le projet gagne du temps sur la gestion des projets, que lorsqu'on a acheté certains produits le jour J, si on refait l'appel d'offres 2 ans après, eh ben, c'est beaucoup plus rapide parce que tout est dans le système, toutes les données sont dans le système. Donc, on refait un copier-coller presque de ce qu'on a fait 2 ans avant, en actualisant les chiffres, les volumes, enfin, voilà. Et puis, on lance, et puis forcément la liste des fournisseurs qui vont participer. Et puis, on gagne un temps fou là-dessus. Voilà. Donc là, il faut attendre, je ne sais pas, peut-être entre 2 et 3 ans, si l'outil est bien implanté et fonctionne bien dès le démarrage. On peut donner aussi comme… La question, je dis 5 ans parce que c'est une transformation. Là, parce que tu avais répondu, tu avais dit… Mais ne serait-ce que… Moi, je vais prendre un exemple qui est un exemple assez lourd, hein, puisque c'était pour l'industrie automobile sur 400 acheteurs et 34 sites industriels. Entre le moment où on a décidé de l'implémenter, c'était une suite complète, hein, c'était tous les outils de la suite, hein, ce n'était pas qu'un module. Entre le moment où on a décidé de l'implémenter et son démarrage, hein, après, ce n'est pas au démarrage qu'on a vu les premiers gains, hein, voilà, mais son démarrage, il a fallu compter entre 12 et 15 mois. Voilà. Mais c'était 400 acheteurs, 34 sites. C'est les grands groupes aussi dans lesquels la prise de décision est quand même voilà. plus longue. Donc, ouais. Entre le moment où on l'a choisi et le moment où ça a démarré, c'était plutôt effectivement 15 mois. Après, les gains, on les a eus après ces 15 mois, puisqu'il a fallu que ça démarre. Mais là, c'était vraiment dans un contexte le plus compliqué possible, voilà, avec des acheteurs de cultures différentes, où il a fallu former tout le monde. Après, de la même façon, l'exemple qu'on peut donner, je reviens sur mes e-catalogues, dans ce même contexte-là, on a implémenté des e-catalogues en 3 mois, quoi. Et là, au bout de 3 mois, vous allez voir, je dirais, de l'efficience sur comment je passe une commande de produits, je dirais, de fourniture de bureau ou de pays pour des usines, quoi. Donc, ça peut être, et le conseil, ce serait pour moi de commencer par ce qui est simple, justement, pour pouvoir faire adhérer l'entreprise à cette digitalisation. Sans compter qu'en plus, on en avait discuté ensemble, mais il y a
l'opportunité de gain, certes financier à terme, mais de temps dans un premier temps, comme tu disais, Anne-Marie, mais il y a aussi éviter des risques. De faire courir des risques à l'entreprise. Ça aussi, hein, on le voit toujours en négatif ou en creux, mais malgré tout, un risque peut coûter cher à une entreprise aussi. J'ai une peut-être, alors ensuite vous direz, n'hésitez pas à taper vos questions parce qu'il est 32, 33 même. J'ai une question à nouveau d'Éric qui nous dit, pour mettre en place des outils digitaux et donc mener un projet de changement, il faut l'existence d'une équipe achat. Est-ce que les PME, PMI ont réellement des services achats structurés? Je dirais ça dépend, ça dépasse. Pas non, pas toutes, mais tout dépend, encore une fois, tout dépend de la... On t'entend plus là. Ah, Anne-Marie. Bon, ouais. Oui, on a un problème de... Sans rentrer... Vous m'entendez pas? Non, on t'entendait plus. Tu viens de revenir. C'est compliqué. Non, ça ne... Voilà, je pense qu'Anne-Marie... Je vais essayer de répondre. Alors, deux choses. Effectivement, toutes les PME n'ont pas des directions achats structurées et c'est bien dommage parce que, et ça c'est mon bâton de pèlerin, en général, les dépenses qui passent par les achats, c'est entre 50% et 70% des coûts de l'entreprise. Donc, ne pas avoir d'un peu de structure au niveau des achats, c'est que vous allez perdre en efficience, hein, c'est sûr. Maintenant, même s'il n'y a pas de direction achat structurée, et c'est toujours ce qui peut être étonnant dans les missions que je peux mener, c'est qu'il y a quand même il y a des gens qui font des actes d'achat dans ces directions, et donc ils sont acheteurs. Donc après, comment on peut faire? On peut, par exemple, faire appel au réseau Flexter pour accompagner une entreprise qui voudrait digitaliser ses achats alors qu'elle n'a pas forcément d'acheteurs, je dirais, attitrés, et donc pouvoir passer beaucoup de temps avec son directeur achat ou avec ses acheteurs. Vous pouvez mettre en place, effectivement, je reviens sur mon exemple des e-catalogues, pour des gens qui font des achats dans votre entreprise alors qu'ils ne sont pas vraiment acheteurs, ils vont être approvisionneurs. Mais là, si vous n'avez personne pour tirer le projet chez vous, vous pouvez faire appel à une aide extérieure qui va vous faire implémenter un outil achat, que ce soit une Contratech ou un e-catalogue, dont les gens qui font des actes d'achat, notamment de l'approvisionnement dans votre entreprise, le fassent de façon plus fluide et plus simple. Parce qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a pas de direction d'achat structurée, mais les gens font quand même des actes d'achat, quoi. C'est-à-dire qu'ils appellent des fournisseurs, ils commandent des produits, ils se font livrer, ils font des bons de réception pour réceptionner les paquets ou les prestations. Ils envoient ça, enfin, il y a la facture qui arrive à la comptabilité, le fournisseur, normalement, il est payé. Donc ça, c'est quand même un processus procure-to-pay qui existe dans toutes les entreprises, qui soit fait par des acheteurs ou des gens qui n'ont pas la casquette achat. Mais à la limite, peu importe, ce qu'il faut, c'est que même justement dans ce cas-là, où ils n'ont pas cette expertise achat et ce métier achat, je dirais qu'il y a d'autant plus d'intérêt à mettre un outil pour qu'il justement respecte toutes les règles, et il y en a quelques-unes, des règles achat, même vis-à-vis du code du commerce, pour ne pas être en défaut. Parfait. Il est 9h36. On va peut-être... Est-ce qu'on a une dernière question? Et sinon, vous n'hésitez pas surtout à nous contacter sur notre page LinkedIn. Donc, Flexter, on est tout à fait trouvable facilement via la page contact de notre site www.flexter.fr. Toutes vos questions. De toute façon, nous vous enverrons, je vais y arriver, le replay du webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, un grand merci, Marc-Antoine et Anne-Marie. C'était très intéressant.
J'espère que Merci à tous les nos participants. participants, ça leur a plu. On a donc Gérardo qui dit merci Anne-Marie et Marc-Antoine. Merci à tous. Rendez-vous en janvier. On va laisser décembre et le temps des préparatifs de fin d'année passer. Et en janvier, on se retrouvera sur le thème des réseaux sociaux. Donc là, on va entrer en planification, marketing et communication pour début 2022. Encore un grand merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.